Bonjour et bienvenue à l'émission Vérité Choc, notre deuxième émission. Bonjour, Jeff, ça va bien? Salut Richard, oui, ça va bien. Très bien, good. On a eu une semaine pour replacer un peu au niveau technique ce qui avait besoin d'être un petit peu ajusté, mais dans l'ensemble, ça va assez bien. Et je dois dire qu'on écoute nos auditeurs, on les lit. Alors, tout ce que vous écrivez, que vous nous faites part, on en tient compte. D'ailleurs, on a changé de place, cette base-là. On avait des votes là-dessus. En fait, on essaie des choses, c'est qu'on est dans un environnement qui est un peu plus restreint qu'un grand studio. Alors, on essaie un peu des angles et tout le reste. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une émission de radio. On veut vous parler, oui, on veut qu'on soit en contact visuel, mais tout est axé sur l'aspect radio. Et dans ce contexte-là, on essaie un peu des différents angles. En fait, c'est un privilège qu'on donne aux gens de pouvoir faire du voyeurisme et nous regarder via le genre de webcam qu'on a. Oui. Mais définitivement, puis on a eu un beau succès la semaine dernière. On a partagé l'émission dans tous les podcasts Exact. inimaginables parce que c'est important de le dire aux gens, je pense, Richard, parce que on peut nous écouter maintenant sur Google Podcasts, sur Apple Podcasts, sur Spotify. Donc, si les gens tapent Vérité Choc, ils sont en mesure d'aller retrouver l'émission puis nous écouter aussi de façon radiophonique, sans les images, évidemment. On aurait pu appeler l'émission avec podcast, ça aurait été ça aurait été clair. Oui, c'est bon ça. Écoute, on a regardé les différents échanges qu'ils nous ont fait sur le chat et puis je voulais qu'on en parle un peu en début d'émission pour montrer un peu, parce que là, tu vas être plus en mesure aujourd'hui d'interrompre et puis de dire voici quelle intervention que les gens font. Mais ceux de la semaine passée, je veux quand même y revenir pour que les gens voient qu'on s'en occupe aussi. Alors, il y a Céline Michael qui disait quelle est la différence entre un mandat politique représentatif et un mandat impératif? Alors, pour les gens qui commencent à saigner du nez, là, c'est pas grave. Il y a des dimensions techniques plus politiques précises. Je faisais allusion à Valérie Bugaud la semaine passée lorsqu'on a vu cette intervention-là. Valérie Bugaud est une Française juriste qui est en train de revoir un peu comment on va s'en sortir de ce merdier mondialiste dans lequel on vit, parce qu'elle est consciente. Bon, premièrement, c'est une chrétienne engagée qui dit on a laissé le droit perdre un peu ses bases, ses fondements de loi naturelle et tout ça. Et dans le contexte où il faudrait rebâtir la civilisation, il faudrait qu'on soit capable de revenir à des dimensions qui font sens. Il y a aussi le fruit de ce qu'on est en train de vivre. Ça fait 2 ans qu'on est en situation de gouvernement ou de gouvernance totalitaire qui fait en sorte que tout notre système, étonnamment, a été mis en suspension, initialement pour 2 semaines. On voit ce que ça fait aujourd'hui. 2e anniversaire dimanche prochain. Ça va vite. Des mesures, ça c'est gigantesque. 2 ans au lieu de 2 semaines. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment on a abusé de notre système de droit. Donc, Mme Bugaud est en train de monter toute une organisation en prévision de la fin de cette crise-là qui va durer encore très longtemps. Mais les mondialistes ne réussiront pas. Ceux qui disent qu'on est décourageant, qu'on est des killjoys puis qu'il n'y a pas d'espoir, je vous arrête tout de suite. Nous, on est vraiment dans l'après-guerre et dans ce contexte-là, il faut être patient. Mettez-vous à la place des gens qui habitent en Ukraine actuellement. Ouais. Moi, je prends l'exemple suivant pour le mouvement conservateur, unionconservatrice.ca. Je dis, je suis comme un entrepreneur en construction en Ukraine. Alors, pendant les prochaines années, c'est certain que si je me mets à construire, ça ne donne pas grand-chose s'il y a des bombes qui tombent sur les immeubles. Mais je suis en train de me préparer pour après la guerre, parce qu'il va falloir tout reconstruire. Alors, Mme Bugaud, elle est dans cette optique-là. Et dans un des principes de base qu'elle défend, c'est la représentation impérative et non pas représentative comme on a actuellement dans notre système. En fait, il y a comme une activité qui prend place quand même parce que faut pas que les gens pensent que tu es dans l'inactivité avec unionconservatrice.ca. Il y a une préparation, il y a des stratégies qui s'implantent quand même dans le but de pouvoir construire quand la tempête va pouvoir être passée, puis le temps va être plus propice à une construction par la suite. Comme un entrepreneur en construction en Ukraine, il est obligé d'attendre, pas parce qu'il le veut, mais ça ne l'empêche pas de se préparer, de ramasser des expertises, de dire on va peut-être revoir l'aménagement de la ville au complet, vu qu'on va avoir une ville détruite, etc. Le même principe au point de vue de rebâtir la civilisation, mais on va bénéficier de ce qui s'est passé depuis actuellement 2 ans, mais on va s'en aller vers 7, 8, 10, éventuellement. C'est ça qui est leur plan, on verra. Tant mieux si ça arrête avant.
Donc, pour revenir à la représentation impérative, c'est qu'en fait, impérative veut dire qu'ils sont obligés de rendre des comptes. Et on voit ça beaucoup dans toutes les tendances politiques pour qu'on ait une responsabilisation des élus. On a vu ça surtout aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, de dire qu'on va vous élire, mais si vous dérogez, on va vous débarquer, on va vous congédier comme électeur. On est plus près de la démocratie directe, etc. Dans les faits, ça marche plus ou moins. Donc, ce n'est pas parce que tu décrètes que j'ai le droit, si je ramasse 500 000 noms, de pouvoir remercier le député. Ce n'est pas des formules magiques, là. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va modifier nécessairement dans le bon sens des choses. Mais entre vous et moi, un modèle de représentation comme on a, si on avait des gens honnêtes qui étaient élus, qui tenaient leurs promesses, d'une part, et qui étaient honnêtes par rapport au bien commun des gens. S'ils travaillaient vraiment pour la population, hein, on dit souvent, si l'enseignant travaillait pour l'enfant, si les gens de santé travaillaient vraiment pour les patients, on ne serait pas toujours dans des problématiques de politique. Alors, la représentation, elle est impérative quand on y pense, à la condition d'avoir les bonnes personnes en poste. Mais il n'y a pas quelque chose en place, Richard, je ne sais pas si c'est Trudeau qui a instauré ça, qui fait en sorte que il y a toujours comme un suivi des 100 premiers jours pour savoir si on est en concordance avec le plan du gouvernement ou ce que lui, il avait intégré dans sa plateforme électorale, par exemple. Bon, en fait, plateforme, on repassera, mais tu sais ce que je pense de Trudeau. L'idée en management, on est en affaires, toi et moi, on comprend ces aspects-là. Les 100 premiers jours de quelqu'un, d'un leader, ils vont témoigner des 1000 prochains jours puis des 10 000 prochains jours. Au sens où il y a un modèle, un pattern qui s'établit. Parce qu'on est qui on est. Et si on revient au début de François Legault, quand il disait il va falloir qu'on change beaucoup de choses, puis il va falloir que les gens nous écoutent, il était très directionnel dans ses propos. Et on a vu jusqu'où ça a été. C'est qu'il a fait un gouvernement totalitaire depuis 2 ans. Peu importe ce qu'il a dit avant, il a réalisé dans les faits ce qu'il avait déjà dit dans les 100 premiers jours, mais qu'on ne considérait pas de la même façon. Il n'était pas dans un modèle où on est en train de détruire l'économie, de faire le Great Reset à l'échelle mondiale, et surtout d'écouter les ordres du Forum économique mondial, ça va bien, Forum économique mondial, et non pas les électeurs. C'est ça qui est arrivé avec Trudeau, avec Legault et avec tous les autres premiers ministres des provinces. Je travaille actuellement en Ontario avec l'élection qui s'en vient, puis les gens nous disent, on ne comprend pas que Ford a changé depuis 2 ans, alors qu'il a été élu pour autre chose. Ouais. Alors, il y a tout cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Fait que l'idée d'un mandat impératif qui engage la personne, je vous dirais, soyez certains d'engager les bonnes personnes, de voter pour les bonnes personnes. Donc, on est trop loin actuellement dans la déchéance civilisationnelle pour qu'on ait une formule qui vienne modifier puis qui soit positive. Il faut qu'on laisse la déchéance se compléter. Et on le voit, là, ils sont passés d'un virus dangereux qui ne l'est pas à une pandémie qui ne l'est pas, avec des injections qui sont un vaccin qui ne l'est pas. Et là, c'est en train de s'estomper. Et tout à coup, on arrive avec de prestidigitation. On a une guerre qui apparaît. Il faut comprendre que les Poutine et les Xi en Chine et que les Trump et que les Biden sont tous mondialistes, sont tous en train de nous enlever notre pouvoir national. Et nos gouvernements embarquent là-dedans. Donc, on est pris un peu là. Sur ce fun, tu dis ça parce que hier, j'ai fait un exercice. Puis je me demandais, c'est quoi le taux d'occupation dans les urgences du Québec? Puis je me souviens, à un moment donné, on voyait 95 %, puis on backflippait. Ça, c'est le mois de juillet, celle de 95 Oui, mais là, c'était comme, on va engorger nos hôpitaux, puis c'est la fin du monde. Mais je l'ai sorti la dernière... On est à 114 % de taux d'occupation dans les urgences du Québec. Puis on n'en parle plus. Puis au contraire, on nous dit même que ça va de mieux en mieux, alors que si on avait eu 114 % avant la guerre, là, c'était paniquant là, à cause du COVID puis tout ce qui se passait. Fait que, quand tu parles de prestidigitation, tu as absolument raison. En fait, remplacer le mot politique au sens négatif par magie, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire, la magie n'existe pas, c'est de la prestidigitation. C'est ce qu'ils nous font. Et ils contrôlent les médias, parce que les médias appartiennent aux mondialistes, donc il y a tout un effet d'entraînement. Alors, si tu réponds
au dictat des mondialistes politiquement, puis que tes médias sont là pour amplifier ce que tu dis, ou taire si tu parles contre le narratif, bien, on voit les conséquences de ça. Tu as entièrement raison. Les hôpitaux à 250-300 % de taux d'occupation, on a connu ça depuis 30 ans tout le temps. Oui, ben oui. Alors là, on paniquait parce qu'on était à 120, 125. Les gens, on a des gens, beaucoup de monde qui sont sur la route, qui allaient dans les hôpitaux, puis qui filmaient, puis qui disaient « il n'y a personne ». Mais non, c'est ça. À l'urgence, on entend les criquets. Alors, ils sont allés très loin dans le mensonge. C'est parfait, bon timing pour les criquets. C'est certain que si on nous dit ça, puis on présente l'inverse, le problème, c'est qu'on ne rejoint pas tout le monde. Quand on a une pharmacienne à TVA qui vient nous parler de médecine, ça prouve l'ampleur de la supercherie. Là, à un moment donné, là, il faut garder un peu de bon sens. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Céline, mais la question, elle est très solide. Ça devrait toujours être impératif, un mandat. C'est ça le principe. Moi, je pense que Mme Bugeaud qui dit dorénavant, ça devra être impératif, ben, j'ai hâte de voir un peu plus comment ça prendra sens. Mais entre vous et moi, mettre un menteur en poste et lui dire que son mandat est impératif, c'est un peu une perte de temps. Alors, il vaut mieux avoir des personnes en place qui répondront éventuellement à des programmes politiques qui font sens et qui doivent être respectés. L'aspect impératif, c'est vous devez faire ce que vous avez été élu pour, en fait. Oui, absolument. Tu parlais de la pharmacienne à TVA qui nous parle, mais on a un ministre de la Santé qui est un comptable, tu sais. Bien, je lisais ça ce matin que ce sont tous des comptables. Hein? Dubé, c'est un comptable, le ministre des Finances, c'est un comptable. Donc, on est géré par des comptables. Moi, j'ai répondu, ben comptez pas sur nous pour vous suivre. Hein? C'est aussi simple que ça. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas mauvais que ce soit des comptables, sauf qu'ils nous traitent comme étant une ressource naturelle qu'ils utiliseraient à bon escient. Non, un instant, là, on est des personnes humaines, on a des droits. Alors ça doit être contesté. Il y a Shirley Lenneus qui nous demande de suggérer si elle devrait suggérer aux injectés COVID de se faire tester pour le sida. Ça revient beaucoup depuis, je dirais, la 3e injection, où on a sorti ce que Dr Luc Montagnier, feu Dr Montagnier, nous a dit en avril 2020. Il a dit 2 choses importantes dès le début. Il a dit, premièrement, je vous assure que c'est un virus créé en laboratoire. Là, aujourd'hui, on le sait, hein, on a les preuves, tout ça. Et d'ailleurs, quand les menteurs commencent à le dire, c'est parce qu'ils savent que le travail a été fait. Alors, on est rendu là maintenant. Et il a aussi dit, ceux qui auront les injections vont avoir une perte de leur défense immunitaire. Oui. Et c'est ça le sida, hein? C'est le syndrome immunodéficitaire là, au niveau du système immunitaire. Alors, c'est sûr que les injections amènent ça. Aujourd'hui, les gens commencent à le comprendre et on se dit, bien, est-ce qu'on doit faire des tests par rapport à ça? Moi, je dirais qu'il faut faire des tests de santé régulièrement et que, je ne sais pas si c'est un test particulier, si une prise de sang est suffisante, mais j'invite les gens qui ont des injections à se faire tester en conséquence. C'est bien évident, avec tout ce qu'on voit à ce sujet-là, moi, je serais inquiet si j'étais dans cette situation-là. Et ceux qui m'en parlent dans mon environnement proche, bien, je leur dis, allez-y, là. C'est bien certain. Alors, la réponse, c'est oui. Pardon. Est-ce que c'est automatique? Les gens devraient avoir peur? Bien, moi, je m'inquiéterais d'avoir eu des injections sans savoir ce que c'est, d'une part. Mais maintenant que c'est fait, bien, soyez au moins vigilants par rapport à qu'est-ce qui peut être fait. D'ailleurs, en France, on a fait des tests en 2021 où on s'était aperçu qu'il y avait un code qui apparaissait chez certains injectés. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Là. Il y a un code par rapport au lecteur de téléphone, donc Bluetooth. Là. Oui. Alors, quand quelqu'un... Un MAC address qu'on appelle. Et d'ailleurs, quand les camionneurs, on les interviewait, il y en a un qui est sorti son téléphone puis dit, regardez, là, sur mon téléphone, j'ai au moins 30 codes qui rentrent. Ça vous dit qu'autour de moi, ici, il y a des injectés. J'étais fasciné qu'un camionneur nous montre une simple description comme ça, qui devrait tous nous faire peur. Et dans le contexte, les Français, ce qu'ils ont fait, ils se sont installés dans un champ où il n'y a aucune onde, aucun Bluetooth possible, en plein milieu d'un champ. Et ils ont demandé à des injectés de venir faire un test. Et chacun venait, approchait la table et on voyait s'il y avait un code qui apparaissait. Et on disait aux injectés, vous êtes l'heureux élu d'avoir un code ou vous n'avez pas. Et ça tourne toujours autour de 1 sur 3 a un code et 2 sur 3 sont épargnés.
Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il y en a 1 sur 3 qui a eu la vraie injection, puis les 2 autres, c'est des placebos? Ben, en fait, ça peut être des placebos, parce qu'on peut comprendre que lorsqu'on fait une recherche scientifique, on va avoir différents types d'injections pour pouvoir voir les conséquences, et on ne voudra pas donner 100% de la dose à tout le monde. On va vouloir un groupe test qui est des placebos, hein, où on donne de l'eau saline ou peu importe. Donc, la personne pense qu'elle a eu l'injection. Donc, au niveau psychologique, il y a un effet, mais au niveau formel, il faut faire des tests après pour voir les conséquences. Et ce test-là, simple, a montré à peu près que le tiers avait des codes qui apparaissaient. Et si on se souvient, quand il y avait les injections, les gens mettaient des cuillères métalliques sur l'endroit de l'injection, puis ça tenait, c'était aimanté. Mais oui. Et c'était la première façon de démontrer que vous aviez eu la mauvaise dose, c'est-à-dire celle qui contenait le produit qui change votre ADN et tout le reste. Là. Donc, on voit que tout cet aspect-là, aujourd'hui, commence à être documenté. Et j'entendais même ce matin un commentateur américain qui disait « C'est tellement dramatique ce qui s'en vient que même les compagnies qui ont donné tout ça, là, qui ont donné les injections, risquent d'être poursuivies éventuellement et risquent d'être mises en faillite si les gouvernements et les gens qui ont été impliqués dans ça de façon personnelle, c'est-à-dire que leur santé est affectée. Ouais. Si jamais ça dégénère, ils pourront être poursuivis pour X raisons, et là, c'est un peu complexe, sauf que tout ça commence à s'édifier. On est en train de monter beaucoup d'informations par rapport aux différentes causes qui vont être entendues dans les tribunaux au cours des prochaines années. Il faut comprendre qu'on est en guerre et qu'on a une capacité de réagir. Et dans le contexte, déjà de se tester au niveau de est-ce qu'on a un problème de sida, ça vous permet de changer un peu votre optique. Fait que tout ça est important d'être fait en parallèle. Mais tu parles d'injection 1 sur 3 puis tout ça. Moi, je me souviens à Montréal, à un moment donné, Richard, je suis allé faire couvrir un événement, c'est un rassemblement. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, puis il y a une dame dans la foule qui m'a reconnu, puis qui est venue me voir, puis qui s'est mise à jaser avec moi, puis elle s'est mise à me dire tu sais, moi, je suis responsable de la sécurité dans des centres d'injection. Okay. J'étais comme ah, wow, c'est ce que vous faites. Puis elle venait manifester avec Elle venait manifester. Okay. Mais son travail, c'était d'être agente de sécurité dans ces endroits-là. Puis elle disait, puis c'est elle qui me l'a dit, elle dit si tu savais combien qu'il y a de fioles d'eau saline. Elle dit, on aimerait vous montrer, j'aimerais ça prendre des photos, mais là, je mettrais mon job en jeu. Elle pouvait le voir, elle. Oui, elle voyait ça. Il y avait des fioles d'eau saline, puis il y avait des fioles de vaccins, puis c'est elle qui me témoignait ça, là. Puis, écoute, moi, je la crois, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va venir te voir dans la foule pour te dire, moi, je suis garde de sécurité dans des centres d'injection, juste pour le fun de dire ça. Oui, puis il y avait vraiment des fioles d'eau saline, semble-t-il, puis il y avait vraiment des fioles de vaccination, semble-t-il également. C'est ce qu'on a entendu en Europe de l'Est. Il y a une chef infirmière qui avait dit, écoutez, je vous garantis, moi je viens de démissionner, là, je vous garantis que tous les politiciens et les millionnaires ou milliardaires du pays ont tous eu la fiole d'eau saline. D'autres ont eu un vaccin et le troisième groupe a eu ce qui modifie l'ARN, en fait, l'ARN messager. Donc, c'est celui-là qui donne le code et tout le reste, et c'est là qu'on devient un animal de laboratoire, parce selon ce qu'on nous a injecté, on va nous suivre après, parce qu'on est enregistré, et on va voir quelles sont les conséquences. Et écoute, c'est complexe tout ce qui se passe, mais de plus en plus, on va voir ces choses-là ressortir. Donc, la vérité va toujours triompher. C'est une question de temps. Mais on voit que si on arrive avec une guerre, et si la guerre s'en allait vers une guerre mondiale, quand même qu'on ferait la preuve à tout le monde de ce qui vient de se passer depuis 2 ans, ça va devenir secondaire par rapport à une guerre mondiale. Il faut comprendre que Trudeau est en train de faire le tour du monde aujourd'hui. Et c'est assez étonnant parce que partout où il est reçu, c'est plus le rockstar que c'était. Il est obligé de se cacher. On le fait rentrer par la porte en arrière à 10 Downing Street. Donc, c'est assez intéressant. Mais il est en train de faire le tour de ses amis pour dire comment on va embarquer. S'ils veulent faire une guerre mondiale, ils sont déjà en train de préparer le plan. Et il a dit très, très, très solidement, pour une fois, nous allons appliquer l'article 5 si la Russie attaque une des bases de l'OTAN. C'est l'OTAN qui attaque depuis très longtemps et sont en train de créer un peu le chaos. Mais l'article 5, ce qu'il dit, c'est qu'on va mobiliser le Canada dans une guerre mondiale. Donc, les enfants de 18 et les adultes, les jeunes adultes en bas de 60 ans vont être mobilisés dans une guerre.
On est là, actuellement. Fait que c'est sûr que l'injection va devenir secondaire et on a des ramifications après ça. Il y a un commandant dans un des bateaux américains, dont un des bateaux de guerre américains qui est quelque part en mer Noire ou peu importe, qui ne peut pas être mobilisé parce qu'il n'est pas injecté. Et là, on commence à avoir des folies du système. Les gens qui s'en vont, par exemple, en Pologne, se réfugier, qui viennent de l'Ukraine, bien, la première chose qu'on fait, on les injecte. Donc, l'objectif, c'est de nous ficher, pas de nous ficher la paix, mais de nous ficher au niveau numérique. Et dans ce contexte, j'aurais aimé ça de rire là-dessus, mais c'est correct. Ça m'encourage. Et l'idée, c'est que si on est tous fichés, en bout de ligne, bien, ils ont gagné. Ouais. Et tout le reste devient un peu accessoire. Et on voit que dans le plan, c'est pas compliqué. Il y avait une guerre possible, on est en train de la faire. Il y avait aussi l'hyperinflation. Ouais. Tout le monde me disait, comment on va faire l'hyperinflation? Bien, quand le baril de pétrole vient de doubler en peu de temps, et on parle d'aller jusqu'à 3 $ le litre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait sur un budget. Ça, c'est direct dans votre poche, avec des taxes et tout le reste. Mais on va arriver avec toute la hausse des denrées, tout le transport, etc. Donc, ça va coûter une fortune. Donc, l'hyperinflation, elle est là. Elle est vraiment là. Tu as absolument raison. Puis le blé est affecté. On a vu même le pain à part certains endroits, là, le pain croûté là, que tu achètes dans l'épicerie était rendu à 6-8 $ la baguette, le genre de... C'est une fesse de pain. Là, c'est rendu extrêmement dispendieux. La Russie était le grenier du monde, hein, il y a un certain temps. Ouais. Après ça, il y a eu le régime communiste. Et là, c'est le Canada qui a pris sa place parce que le régime communiste est en train de détruire la production agricole. On a connu tellement de révolutions depuis le 20e siècle et le début de ce siècle-ci. On arrive à la fin de tout ça. Mais on voit les conséquences très rapides. Donc, ils sont en contrôle, les milliardaires sont en contrôle avec ces leviers-là et sont capables de nous créer un chaos mondial très rapidement. L'autre question de Natis Tegues, c'était de savoir est-ce qu'on devrait ou il pourrait y avoir une injonction pour demander à voyager par avion et par train, même par autobus, parce qu'on ne peut plus voyager. Hein? Toi et moi, parce qu'on n'est pas injectés, on n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de sortir du pays. Tout ça demeure, malgré qu'il y a un assouplissement qu'on nous vend beaucoup là, en termes de conditionnement, mais dans le fond, dans les faits, on est encore dans cette situation-là. Il n'y a pas d'injection possible, parce qu'une injonction, ouais. L'injonction viendrait du fait que le gouvernement dépasserait un cadre légal et là, la Cour dirait, bien, je vous rappelle à l'ordre, par rapport à une constitution. Et le serpent se mord la queue à un moment donné, au sens où si tu vas à la Cour pour demander si tu as des droits, alors que tes droits sont suspendus depuis 2 ans et la charte, naturellement, en premier plan, ben, qu'est-ce que la Cour va dire sinon que de refuser? Et c'est ce qui est arrivé avec le Centre juridique canadien qui voit toutes ces causes être rejetées, alors qu'il a raison sur le fond. Alors, on voit ça un peu à plusieurs égards. C'est que si les gens veulent faire des injonctions, veulent contester, ben, c'est gagner du temps parce qu'éventuellement, ça va être débouté en cours. Mais il peut toujours avoir un juge, à un moment donné, qui a un petit peu de conscience et qui prenne une décision, comme on en a vu quelques-unes, et qui viennent à l'encontre de leur narratif, et tant mieux. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Mais il ne faut pas espérer non plus qu'on va être sauvé par la Cour ou par... Effectivement, puis tu le dis, Richard, il y en a déjà une injonction pour ça à Cour qui est faite par Maître John Carpé. Qui est présenté. Puis il y a eu Beckford, qui est Beckford, qui est un ancien... Beckford, qui est ancien premier ministre dans les... L'une des provinces signataires lors du rapatriement de la Constitution. Exactement. Et lui, il défend sa Constitution, naturellement. Il l'a signé. Oui, mais elle est caduque, ta Constitution. C'est clair. C'est les mesures de guerre. Et on l'a vu, Trudeau est arrivé jusqu'à les adopter. Hein? Et il les a suspendus pas longtemps après parce qu'il était en train d'imploser. Mais dans les faits, c'est comme s'il n'y a même pas eu besoin de le faire. Dans les faits, c'est déjà ce qu'on vit depuis 2 ans. Donc, on est vraiment à ce niveau-là. Donc, rapidement, les gens me demandent toujours pour qui voter le 3 octobre prochain. Et quand je réponds qu'il n'y a aucun parti qui répond aux valeurs chrétiennes, d'une part, les gens me chicanent parce qu'ils disent Éric Duhem, c'est comme le sauveur. Tout le monde voit un sauveur et tout le monde veut un sauveur. Ben, je vous annonce que ce n'est pas un sauveur, Éric Duhem. Il ne rencontre pas du tout les critères de vos propres valeurs, parce que vous ne faites pas vos devoirs, tout simplement. Et il va toujours faire des réponses vagues sur ce qui est négatif, en attendant d'être élu pour faire le contraire. Et c'est ce qu'on vit de tous les gouvernements libéraux depuis toujours.
Alors, je sais qu'il y a 55 000 membres dans son parti, qui est un record extraordinaire. Mais oui, mais il y a 55 000 personnes au Québec là, qui leurs droits sont bafoués, puis qui sont en furie, puis qui ont décidé de prendre une carte de membre d'un parti qui, au moins, défend quelque chose. Tu sais, il était contre le port du masque pour les enfants. Ben, pourquoi parler des enfants et non pas de tout le monde? Tu sais, c'est vraiment nos droits globalement qui sont touchés. On voit qu'il fait du clientélisme politique, ce qui est de bonne guerre, dans un cadre libéral. Alors, si les gens disent, ben, j'ai pas d'autre choix que voter pour Éric Duhem, ben, votez pour Éric Duhem. Mais est-ce que vous respectez vos valeurs lorsque vous votez pour chacun de ces partis-là? La réponse, d'un point de vue chrétien, c'est non. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent par rapport aux élections, et plus on approchera, là, on a le 11 avril dans Marie-Victorin, donc Longueuil. C'est un fief péquiste. Ils étaient nez à nez avec la CAQ. Là, l'arrivée d'Éric Duhem va-t-elle changer la donne? Si elle change la donne, elle risque plus de faire du tort au Parti québécois qu'à la CAQ. Donc, on verra ce que ça créera. Mais c'est un baromètre par rapport à une élection à l'automne prochain. Donc, moi, je dis aux gens qui ne sont pas dans ce comté-là, attendez avant de vous faire une opinion. Mais ceux qui sont dans ce comté-là, ben, c'est sûr qu'une élection partielle, c'est un peu un vote de contestation. Ouais. C'est comme si votre contestation a une voix pour une fois. Ouais. Et là, si vous faites élire la candidate d'Éric Duhem, bien là, vous envoyez un sérieux message à la CAQ et au gouvernement totalitaire, parce que c'est quand même le parti dans le cadre où le système de parti est quand même caduc, à mon avis, mais c'est quand même celui qui parle le plus fort contre les mondialistes. Alors, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger non plus. Ça va être intéressant parce qu'eux, officiellement, lancent leur campagne ce samedi. Ce samedi, apparemment qu'il y a beaucoup d'influenceurs, ce qu'on me dit, là, qui vont descendre avec justement leur clientèle qui les suit pour pouvoir aller faire du porte-à-porte puis pouvoir contribuer à la campagne de Anne Casabonne dans Marie-Victorin. Ça va être un dossier qui va être le fun. Je ne pense pas qu'Anne Casabonne soit contre l'avortement. Alors, tu sais, il y a tous ces aspects-là. Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler dans Marie-Victorin? Libre à chacun. Mais posez les bonnes questions, parce que là, on voit que, tu sais, dans le passé, les gens votaient de façon un peu négligente là, sur les cheveux de Justin Trudeau, des choses comme ça. Bien, vous avez les conséquences. Ouais. Une fois qu'ils ont les clés du pouvoir, puis Trudeau est minoritaire, regardez tout ce qu'il a fait comme grabuge, 2 fois en plus. Imaginez un gouvernement majoritaire comme Legault, réélu majoritaire encore à l'automne. Ben, attachez votre sucre, là, parce que l'identifiant numérique, on va l'avoir dans le nez assez vite, là, merci. Absolument. Rapidement, Anne Hébert qui dit « Est-on fini? Est-ce qu'il y a de l'espoir? » Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne vous désespérez pas, ne baissez pas les bras. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui répondent aux autres en disant « Non, il ne faut pas baisser les bras. » C'est sûr qu'en étant croyant, en ayant une espérance qui dépasse notre cadre sur Terre, hein, au sens où on a une vie après la mort, ben, ça nous donne aussi un pouvoir immense sur notre quotidien aujourd'hui. On est capable d'avoir une mainmise dans un cadre de guerre. Mais comme je dis à plusieurs personnes, on est en guerre culturelle depuis plus que 2020. Depuis 2020, ça vient toucher notre portefeuille, ça vient toucher notre confort, ça vient toucher notre liberté. Mais avant ça, c'était dramatique. L'éducation, c'était dramatique. On y a touché, toi et moi, dans le passé. Les soins de santé, ça fait des décennies que ça va mal. Et là, on voit les conséquences de tout ça. Alors, il ne faut pas désespérer. Mais en étant en guerre au Québec, par exemple, présentement, ben, on est beaucoup mieux qu'en Ukraine. Puis là, les gens vont dire, oui, mais en Floride, ils sont mieux qu'au Québec. Oui. Alors, tu sais, tout le monde peut se mettre à courir et puis déménager. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, d'ailleurs. Ouais. Mais la journée que ça arrive chez vous, imaginez que DeSantis, en Floride, est changé par un super démocrate de gauche comme Biden. Bien, vous allez être mal pris. Tu sais, moi, il y a une ville qui m'intéresse particulièrement aux États-Unis, c'est San Diego, qui est au sud de Los Angeles, qui est assez loin de la grande ville, mais qui a des avantages de la température, le côté latin du Mexique et tout ça. Pour moi, c'était un endroit où j'aurais pu m'installer. Bien, je regardais ce qui se passe actuellement là-bas. Ils sont en train de passer des lois pour injecter tous les étudiants à l'école. Fait que ça va très loin, là. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est autre chose. Mais imagine que ton enfant, pour aller à l'école publique, est obligé d'être injecté. Eux sont rendus là. Fait que on est encore très dépendant de qui est au pouvoir. Et dans ce contexte-là, il faut analyser quels sont les changements qu'on veut faire. Et si on reste chez nous, ben c'est pour se battre, pour défendre nos droits et défendre aussi l'héritage de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, il y a quelques centaines d'années, ils ne l'ont pas eu facile. Pourtant, ils ont fait ce dont on bénéficie aujourd'hui. C'est vrai.
Je pense que, Richard, avec on a déjà fini, je pense, le premier segment. On devrait peut-être passer juste à la pause puis revenir après ça avec le deuxième segment. Oui, on avait parlé de donnez-nous vos commentaires par rapport à ce que vous vivez au niveau COVID. Donc, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'histoires. Dès qu'on leur parle aux gens dans la rue, disons, ils ont tous un beau-frère, une sœur, un parent qui a été affecté très sévèrement et on ne les entend pas parce qu'il n'y a pas de micro pour eux dans les médias mainstream. Donc, je vous invite à nous faire part de vos commentaires à ce niveau-là, soit par le chat ou soit par le téléphone, et on va parler de ça dans notre prochain segment. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 1-866-843-6869, le 1-866-843-6869, ou si vous préférez, 1-866-THEO-VOX. Ah, bien, on a déjà quelqu'un qui a fait un commentaire intéressant et on peut ouvrir avec ça. Ça revient un peu à ce qu'on a parlé dans le premier segment. Donc, Mme Daisy Lafleur qui nous parle du système Dominion. Hein, on l'a oublié, ça fait quand même pas très longtemps. Système de vote. Système de vote qui a été rendu populaire avec l'élection américaine. Donc, tout le monde était fasciné de voir que les votes aux États-Unis, parce qu'on sait que l'élection a été volée, là, soyons clairs. Ceux qui n'aiment pas Trump, désolé pour vous autres, mais c'est Trump qui a gagné. Le système s'appelle Dominion et est développé au Canada. Alors, je peux te dire que le Parti conservateur, qui a eu quelques leaderships depuis les dernières années, a sûrement bénéficié d'un système semblable parce qu'on voit, en fait, et j'ai compris comment fonctionnait ce système-là, c'est qu'on vient faire un changement à la dernière minute et quand on est rendu à 49,5, 50,5, si ce n'est pas notre candidat qui est favorisé, il y a un switch qui se fait qui est tellement subtil, qui est presque pas visible à l'œil nu. Et ça demande des mois d'enquête pour pouvoir le prouver. Aux États-Unis, ils sont tellement idiots, ou tellement sûrs de leur coup d'avoir pris le pouvoir, qu'on a vu des caisses de vote. Je ne sais pas si tu te souviens des vidéos. Eh oui. Les gens prenaient... Le bureau de vote fermait, et ils sortaient les caisses, puis ils les mettaient... ils sortaient en dessous du bureau, qui était arrivé d'on ne sait pas où. Et là, ils les mettaient carrément physiquement sur la table. Et c'était tous des votes pro-Biden. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à renverser les derniers petits points de pourcentage. C'est la même chose qui se passe dans les partis politiques parce que c'est des votes à distance ou numériques. Il n'y a pas de contrôle physique. Nos élections actuellement sont beaucoup manuelles. Donc, pour en avoir fait plusieurs, on ouvre les bulletins de vote et puis il y a des gens de tous les camps qui regardent les résultats physiques et c'est facile de voir s'il y aurait de la fraude, etc. Mais on a vu que Trudeau a beaucoup ouvert la machine par rapport à du vote, pas numérique, mais du vote à distance, soit par la poste, etc. Donc, beaucoup de moyens de faire de la fraude lorsque on transfère les votes de façon soit numérique ou soit par la poste ou des moyens qu'on peut détourner. Et dans ce contexte-là, c'est sûr qu'il y a des risques énormes qui vont augmenter de plus en plus à l'avenir, c'est certain. Il y a Ginette Boudreau qui demande, Richard, sur le chat, si Trump est mondialiste, pourquoi lui avoir volé les élections? Je pense que c'est une bonne question quand même. C'est très bon. Et d'ailleurs, c'est là qu'on perd les gens souvent, c'est qu'on est amené à penser yin-yang, blanc contre noir. Oui, mais il y a des nuances de gris, là. Ouais. Il ne faut pas les oublier. C'est que si les milliardaires contrôlent l'agenda au niveau des médias, au niveau de l'éducation, au niveau des gouvernements. Ça ne date pas d'hier, donc ça fait longtemps qu'on nous manipule. On nous amène tranquillement à faire des choix qui sont entre le pire ou le moins pire. Et quand on dit, oui, mais c'est moins pire, voter pour Éric Duhem. Oui, mais tu es encore dans le champ. Alors, tu n'es pas en train de régler le problème. Est-ce que Trump est un sauveur au sens de rebâtir la civilisation occidentale chrétienne? La réponse est non. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un mondialiste qui a des intérêts X, mais on regarde les fruits de son mandat. Premièrement, on a vu qu'il était contre toute l'autre gang, donc la gang de Biden, Trudeau, Macron,
Merkel. Zelensky. Ben, maintenant, on voit Zelensky. Et toutes les ramifications de corruption qu'on voit, ben, Trump s'est opposé à ça. Même Epstein. Epstein, qui montrait un peu la tête de cette corruption-là jusqu'au satanisme, hein, trafic d'enfants et tout le reste, pédophilie, et on a vu que c'est allé jusqu'au prince de la royauté anglaise. Ben, tout cet aspect-là était confronté à ce que Trump amenait, parce qu'il connaît ce milieu-là. Et là, tranquillement, les gens disaient, oui, mais il est allé rencontrer M. Epstein, il était copain-copain. Il vient de ce milieu de milliardaires-là. Il est dans l'élite qu'on identifie aujourd'hui comme étant nos bourreaux, ou à peu près. Mais il y a des enjeux actuellement de qui va être le responsable ou le chef de la montagne. Ceux qui ont joué au drapeau, jeunes, savent qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'une fois que vous êtes entre vous, en train de jouer, bien, vous savez que ceux qui ne sont pas là ne participeront pas à la victoire sur la montagne, mais ceux qui sont présents, ils veulent être le chef de la montagne. Alors actuellement, il y a des compétitions entre les différentes factions de mondialistes, et c'est ce qu'on voit. Poutine, il n'est pas dans le club de Biden et compagnie, et vice-versa, pour X raisons, que ce soit au niveau pétrolier ou bancaire, etc. On a menacé de sortir Poutine ou la Russie du système SWIFT, donc un système économique mondial qui est établi. Les gens en perdent leur latin, là, mais c'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc, si on fait du tort à la Russie et que la Russie a des armes nucléaires, donc c'est des jeux de pouvoir là, qui réussit à tenir l'autre en joue. Le fait que Trump s'est fait élire a déjoué beaucoup de monde dans cet establishment-là. Ils étaient tellement heureux d'avoir eu Obama, qui était la perfection pour eux, un marxiste qui passait pour le meilleur des voisins. Là. Il était tellement élégant et tout le reste. Donc, il a réussi à endormir tellement les Américains qu'ils se sont un petit peu endormis au gaz. Et Trump est arrivé en dérangeant l'agenda, en favorisant beaucoup l'élection de juges conservateurs, renverser les décisions au niveau de l'avortement. Je pense que l'avortement était une cause soit personnelle ou que ses stratèges lui disaient de faire du clientélisme à ce niveau-là. Mais pour nous, c'est un fruit, ça, tout ce qui a été fait à ce niveau-là. Il faut le reconnaître. Trouvez-moi un seul fruit de Biden, je vous mets au défi. Il n'y en a probablement pas aucun, pas du tout. Et on voit que la famille Biden a été très impliquée dans la corruption avec l'Ukraine depuis très longtemps. Est-ce qu'en 2024, tu penses que Donald Trump pourrait revenir au pouvoir? Bien sûr. Sauf que, depuis ce temps-là, on a vu naître un nouveau politicien qui s'appelle DeSantis en Floride. Je sais que tu l'aimes bien. Moi, je l'aime bien. Et on l'aime bien pour les fruits qu'il a produits en Floride. Il vient de signer hier la première loi qui intervient de façon directe par rapport à nos valeurs. Oui. Et nous, on salue ça de façon... c'est extraordinaire. C'était impensable il y a 5 ans, 10 ans. Et ça, c'est le fruit du travail d'un gouvernement Trump pendant 4 ans, qui ait perdu l'élection noblement ou qu'il la soit fait voler. C'est secondaire. C'est que depuis que Biden est élu, on voit ce qui se passe. Et imaginez qu'eux autres savaient, les milliardaires savaient ce qui arriverait en 2020. Donc, il fallait qu'il y ait un pantin en place. Il ne fallait pas qu'il y ait un Trump. Donc, ils ont marché sur la peinture en faisant une fraude visible à la télévision. Là. En même temps, la bonne chose dans tout ça, Richard, selon moi, là, ça, c'est mon observation, c'est Donald Trump est venu contraster directement la politique américaine avec ce qui se faisait avant. Puis le fait que Biden soit maintenant au pouvoir est en train de confirmer le contraste qui existait avant la venue d'un Donald Trump. Encore là, je reviens à ce que je disais au début. Le blanc, le noir fait en sorte que si tu as un gouvernement blanc dans ta tête, là, que tu penses que ça va tout aider, puis que finalement, ça finit pas mal gris foncé, ben, ton autre choix, ça va être le noir. Donc, tu sais, il y a une obligation toujours à rester dans le même spectre. Mais c'est sûr que celui qui arrive noir après le gris foncé, il est obligé de démontrer que l'autre était un peu plus pâle. Oui. C'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que Biden, c'est tellement grossier. Et on le voit avec Trudeau, la même chose. Trudeau a démoli les bonnes politiques de Harper qu'il a mis en place pendant 10 ans. Et souvenons-nous qu'Harper a eu 2 mandats minoritaires. Ça veut dire que les mondialistes y allaient à petite dose. Hein, on te donne le pouvoir, mais on va te regarder aller. C'est à peu près ça, comme ça que ça fonctionne. Ils sont tellement puissants que c'est à ce niveau-là. Et les bonnes décisions, parce qu'il a pris des très mauvaises décisions, c'est lui qui a fait une loi qui a modifié la loi des banques, qui fait en sorte que notre argent, je vous annonce que
si votre argent est à la banque, vous pensez que c'est à vous, ben on ne vous souhaite pas qu'il y ait un problème majeur, comme on a connu pour les gens d'Ottawa là, qui ont été saisis, parce que la journée qu'ils vous saisissent, ils ont tous les droits. Là. Alors ça, c'est Harper qui a mis ça en place, parce que Harper était beaucoup plus libéral que ce que les gens pensaient. Mais quand est arrivé Trudeau, il a renversé les lois qui étaient bénéfiques. Et lui, les libéraux ne s'en fâchent pas d'un fleur du tapis. Là. Ils renversent les décisions. Alors que souvent, les gouvernements conservateurs vont être plus conciliants, vont dire, ben, écoutez, il y a quand même du bon, etc. Mais les libéraux ou les démocrates aux États-Unis vont renverser les décisions en se disant, nous, on a un agenda et on l'applique. C'est ce qui s'est passé avec Biden. Alors peut-être, je ne sais pas si on a des commentaires au niveau des expériences personnelles, des témoignages que vous avez vécus. Moi, des gens me disent, écoute, ma belle-sœur a la paralysie de Bell suite à la 2e injection, 3e injection. Les gens ont des drames qu'ils ont connus personnellement. Donc, j'invite les gens à nous téléphoner, à nous écrire à ce niveau-là pour connaître ce que vous avez vécu. Parce que souvent, c'est quelque chose, ça, qui devient un peu ennuyant. Quand tout le monde a un peu des maladies, des enfants qui ont des myocardites, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça avant 2020. Non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et les médecins nous font croire que c'est rendu normal, là, que les myocardites chez les jeunes, faut faire attention à ça. Même les problèmes respiratoires, tu sais, Sainte-Justine, ça a sorti dans les médias là, vers la fin de l'année, comme quoi qu'il y avait un accroissement de bébés qui venaient à l'hôpital avec des problèmes de respiration. On a vécu, on a entendu toutes sortes. Là. Puis c'était pas juste ici, c'était généralisé à travers la planète. Là. Ouais. Ben, les enfants qui sont nés de mères injectées, enceintes. Ouais. Écoute, juste ça, là, ça devrait être assez pour réveiller quelqu'un, là, un insomniaque, pas un insomniaque, un zombie devrait se réveiller. On injecte des femmes enceintes. C'est la dernière chose qu'on fait. On demande aux femmes enceintes de ne pas boire de café, de ne pas boire de vin, de ne pas fumer, mais faites-vous injecter un produit expérimental. Donc, que les enfants naissent avec des problèmes, il me semble que c'est pas besoin d'être en médecine pour comprendre ça. Et on le voit. Encore une fois, je dis, on était avant des théoristes du complot. Le mot théorie est disparu. Hein? On est des complotistes. Mais depuis un an, là, il y a beaucoup de monde dans notre gang de plus en plus parce que c'est la réalité maintenant. On n'est plus en train de dire, attention, voici ce qui va arriver. On est en train de dire, voici ce qui s'est passé avec chiffres à la pluie, avec des témoignages de gens qui ont vécu des drames personnels. Écoute, moi, je peux présenter mon petit cas personnel. Je t'en ai déjà parlé à l'autre émission il y a quelques temps. C'était le fait que j'ai une chirurgie, moi, qui est due mineure. Écoute, c'est banal. Qui est due depuis 2019, début 2019. Et le médecin dit, écoute, tu veux-tu vraiment qu'on s'en occupe? C'était quasiment à ce niveau-là. Ben, moi, je dis, écoutez, ça dérange un peu. Bon, ça peut dégénérer. Ben, il dit, si ça dégénère, on va le gérer. Je dis, oui, mais entre-temps, ça se gère. Ça peut s'opérer? Oui, une petite hernie, c'est pas grand-chose. D'accord. Alors, il établit les démarches et je rencontre le chirurgien de mon hôpital près de chez moi, qui est à côté, et qui me dit, écoute, pas de problème, nous, on fait ça régulièrement. Fait que d'ici 6 mois, tu vas être appelé. Et il y a un protocole. Et d'ailleurs, c'était tellement banal qu'on a parlé d'immobilier pendant 10 minutes, parce que ça l'intéressait, puis etc. Puis 3 minutes sur les... 3 minutes, c'était comme une formalité pour lui. Ouais. Écoute, tu viens ici, on te coupe, c'est réglé. C'est banal, OK? Mais 6 mois, ça veut dire la mi-2019. Mais moi, quand on me dit 6 mois dans le système de santé, je calcule 10 fois plus, ou à peu près. Et je n'ai pas d'urgence. Donc, je me dis, dans le fond, je fais cette expérience-là pour extrapoler auprès de ceux qui ont des cancers et qui ont vraiment des problèmes de santé majeurs, où notre système de santé devrait être très efficace par rapport à nous suivre. Mais oui. Donc, minimalement, je m'attendrais qu'au bout de 6 mois, j'ai un appel pour dire, ben on s'excuse, on manque de peu importe quoi, là, ce qui peuvent nous sortir. Tu sais, c'est comme si on n'a plus de système de santé quand vient le temps d'en profiter, d'en bénéficier. Alors, aucune nouvelle, mais zéro, là, quand tu dis... Toi, tu as eu 0 nouvelle pendant tout le temps de cette pseudo-pandémie-là. Zéro, et je m'attendais pas à autre chose. Pour connaître le milieu depuis assez longtemps, il faut comprendre que c'est un monde socialiste, communiste au niveau de la santé. Quand tu as un monopole public, ben, les gens s'assoivent sur leur laurier et il n'y a pas d'imputabilité. On ne dit pas aux gens qui travaillent, vous êtes responsable de votre patient, parce que si votre patient n'est pas heureux, on va perdre sa clientèle, comme on connaît en entreprise privée. Donc, personne n'est imputable. L'imputabilité, c'était la compétence médicale.
bon, on s'en accommode bien. Si on a des bons médecins, des bons chirurgiens, tout ça, et je pense qu'au Québec, on a quand même un bon système de santé en termes d'opération des problématiques. Hein, on n'est quand même pas le tiers-monde. Donc, dans ce contexte-là, les gens s'en satisfassent parce que si tu es opéré pour un cancer puis tu es guéri, ben, tu es pas mal content de ton système. Sauf que il n'y a pas de suivi du tout, donc j'ai zéro écoute. Et ça témoigne de tout ce que j'entends depuis des décennies d'expériences de gens qui le vivent. Ça va. Mais c'était au point où je l'avais presque oublié. J'en ai parlé à ton émission en disant, écoute, moi, je n'ai jamais eu de nouvelles depuis maintenant près de 3 ans. C'est pour ça qu'ils t'ont appelé. Et là, ils m'ont appelé la semaine passée, vendredi dernier. Écoute, c'est comme si ta vie, là, c'est secondaire. C'est maintenant dans 2 minutes que je t'appelle. Okay? Après 3 ans. Et qu'ils me disent, bon, ben on vous appelle pour vous donner votre rendez-vous. Je dis, ah oui, dans 8 ans ou quoi, là? Non. D'ici 2 semaines, là, tout va se faire, mon gars, ça va vite, là. Bon, écoutez, première question. Est-ce que je dois être injecté pour bénéficier de vos services? Écoute, ça devrait nous être donné sur un plateau d'argent, là. On paye des impôts toute notre vie. On n'a pas d'autre alternative. Tu devrais au moins me donner un service hors pair. Ben non, pas du tout. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à l'exiger parce que souviens-toi que Dubé a reculé sur l'obligation d'injecter les employés. Donc, tu peux imaginer que si ton chirurgien n'est pas injecté puis que toi, tu es obligé de l'être pour être opéré. Il manque de cohérence. Il y a une petite. Bon, ben, la cohérence, on repassera, mais ils se sont gardés une petite gêne là-dessus. Ouais. Elle me dit non, là, elle commence déjà à voir que dans quel camp je suis parce que je dis écoutez, moi, je ne suis pas injecté, puis avant de me rendre, je veux savoir. Alors, elle me défile tout l'horaire, tous les besoins, etc. Et là, naturellement, à la toute fin, elle arrive avec son questionnaire COVID. OK? Étant donné que moi, je ne suis pas dans un milieu d'aucune façon qui requiert la folie que les gens vivent depuis 2 ans. J'ai des amis qui ont des enfants à la garderie. Tous les jours, ils remplissent des questionnaires COVID. Là. Tous les jours, depuis 2 ans. C'est absurde. Mais c'est ce qu'ils vivent au point où c'est devenu la nouvelle normalité. Ils sont habitués. Hein, ils me disent toujours que j'exagère parce qu'eux autres ont rentré ça dans leurs habitudes. Mais bon. Fait que là, elle me dit, bon, ben, le questionnaire COVID, avez-vous eu le COVID depuis 1 mois ou 2 semaines? Non, pas du tout. Mais elle dit, de toute façon, en arrivant, on va vous faire un test. Ben, je dis non, vous ne me ferez pas de test parce que moi, il n'y a personne qui me fait un test pour quelque chose qui n'existe pas là, et qui risque juste de me créer des problèmes selon ce que j'ai pu voir. Ah, ben, elle dit, ça termine notre entretien. C'est fini? Elle dit, s'il n'y a pas de test, vous n'avez pas d'opération. Elle dit, je comprends bien que vous refusez l'opération. Parce que le test est synonyme d'approbation pour l'opération. Non, c'est que vous ne rentrez pas chez nous, dans notre immeuble, si vous ne vous faites pas tester, là. J'ai mon voyage. Alors moi, quel est mon recours? Mais imagine-toi si j'ai un cancer ou peu importe, là. C'est la même chose. Tu comprends? C'est qu'elle n'est pas en train de dire, écoutez, on va vous faire rencontrer. Non, c'est terminé, mon homme, là, on vient de se débarrasser de toi. Elle était presque contente de me dire, bon, ben vous refusez l'opération, on vous enlève de la liste, qui a duré depuis 3 ans, là, vous rappellerez, ouais. et on va donner ça à une autre personne. Étonnamment, j'ai quelqu'un qui m'appelle, un ami, qui dit, ah, ben justement, ma mère vient d'être appelée hier, ça c'est lundi cette semaine, et sa chirurgie va se faire dans les prochaines semaines. Ben, je dis, pour moi, elle a eu mon tour. c'est à ce point-là, au sens où c'est complètement absurde. Alors là, ce que j'ai fait une plainte, parce qu'il y a un système de plainte dans tout organisme public. Tu as un ombudsman à Radio-Canada. J'ai déjà écrit à l'ombudsman de Radio-Canada pour demander si tout le monde en parle était une émission d'information ou une émission de variété. Je peux-tu te répondre que l'ombudsman ne savait pas quoi répondre? Alors, on fait venir des gens sur une base d'information. Oui. On dit que c'est la vérité incarnée, alors que l'agenda est complètement manipulé. Et on vient te dire, comme ombudsman, que c'est une bonne question, mais on ne peut pas y répondre, parce qu'ils répondent. Poser la question, c'est y répondre. Ben, tu parles de questions. On a Denise qui est en ligne, qui a envie de nous partager peut-être également son expérience. Excellent. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Bonjour à vous.
Moi, je suis sur mon ordi puis mon téléphone en même temps pour Correct. appeler. Moi, j'appelle dans le fond, j'ai baissé mon son, j'espère que vous l'entendez pas. Ça va bien. On t'entend Il y a très un bien. décalage, c'est parce qu'il y a un décalage, c'est ça. Alors, moi, mon expérience, c'est ça. C'est ça, comme tout le monde, au début, quand on nous a garoché ça, qu'il y aurait eu beaucoup, beaucoup de morts et ça serait atroce. Puis, on espérait avoir quelque chose pour arrêter, justement, cette fausse pandémie, comme je dis aussi. Ouais. C'est ça que moi, dans mon cœur, comme croyante, je priais que Dieu agisse puis qu'il y ait des vaccins vite, qu'on puisse. Puis quand je me suis rendu compte que des gens avaient commencé à se faire vacciner, puis je voyais des gens, là, avec des effets secondaires graves, là, se retrouver aux soins intensifs, se retrouver avec des AVC, se retrouver avec des bras, là, des cellulites, là, au niveau du bras, tout ça. J'ai dit, mais mon Dieu, Seigneur, ça se peut pas, je suis pas malade, pourquoi que j'irais accepter de me faire vacciner? Fait que on a attendu. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a prié, puis on a demandé à Dieu la paix au niveau, justement, des fameuses injections qu'on ne connaissait pas les effets, tout ça, en dehors des gens personnels autour de nous. Alors, moi, je suis famille d'accueil. Donc, j'ai des personnes en déficience intellectuelle qui restent à la maison là, 24 heures sur 24. Combien vous avez? Et Combien on de a pris personnes? la décision. Pardon? Combien de personnes vous avez? Moi, Comme j'ai 2 responsable? personnes. 2 personnes, oui. Fait que j'en ai une qui, elle a le droit de décider, même si elle est déficiente, elle avait le droit de décider si oui ou non elle la voulait. Mhm. Puis l'autre personne, c'est moi qui est curatrice d'elle, c'est aussi une personne en déficience intellectuelle. Alors, on a pris la décision, mon mari, moi, puis mon fils qui demeurait à la maison, de ne pas se faire injecter. Ah bon? Alors, ça, je parle là, en 2020. En septembre 2021, on a eu toutes les 5 dans la même maison. On a eu la COVID. Mhm. Et je peux vous dire que la santé publique là, était tellement, tellement harcelant de nous dire, vous auriez dû vous faire injecter, vous auriez dû. On a dit non, on a pris la décision de ne pas se faire injecter. Et eux étaient beaucoup plus inquiets que nous étions inquiets parce qu'on avait la COVID. Mhm. Alors, on était à peu près une semaine et demie où on a eu des symptômes de grippe. Tous les Mais sans 4? plus. Tous les 4 de la maison, vous avez eu les symptômes? Tous les ou- 5, Tous les 5? D'accord. tous les 5. Sauf qu'il y en a 3 qui avaient passé des tests, puis il y en a 2 qui n'avaient pas de symptômes, dont moi. D'accord. Puis ils m'ont dit, dans 14 jours, si vous n'êtes pas positif, vous ne passez pas de test là, 14 jours après, vous allez tomber en quarantaine. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, c'est une vraie folie. Fait que je suis allée passer un test, tout d'un coup, j'étais rendue positive. Ah bon? Ça fait que là, tout ça pour dire que à quelque part, on nous a foutu la peur, mais en même temps, on avait des décisions personnelles à prendre parce qu'autour de nous, on voyait des gens avec tellement d'effets secondaires, des décès, des effets, comme je disais tantôt, des paralysies de belle, des effets vraiment graves autour de nous. Puis même une jeune voisine de camping qui, elle, est prise maintenant avec la polynévrite, 34 ans, préposée, Paralysie une de Belle? injection. Paralysie de Belle, est-ce que c'est permanent, Non, ça? la polynévrite, ça, c'est tout son système nerveux qui a été atteint Oui. après une injection. Est-ce que c'est permanent? Et Le dommage est irréversible? Oui. Ils ont dit que c'était permanent, tout ça. Puis elle a fait une plainte à Santé publique par rapport à ça, parce qu'ils ont empêché de recommencer à travailler parce qu'elle n'avait pas reçu la deuxième. Alors, elle a perdu son emploi. Donc, tout ça pour dire que, on a des décisions à prendre pour notre santé, pour nous autres mêmes. Puis nous, on avait pris cette décision-là. Puis on est content encore aujourd'hui, après 2 ans, de ne pas avoir cédé. Mais dites-moi, de Denise. De ne pas avoir cédé. Exactement, mais le fait que vous n'ayez pas cédé, quand même, je connais assez bien l'appareil gouvernemental, là, il vous traite comme c'est des moins que rien, là, vous êtes au service de l'État, même si vous faites œuvre de charité au niveau social et tout le reste, il ne vous traite pas comme un sous-traitant avec respect pour vous remercier de ce que vous donnez à la société. Il vous traite sûrement comme des employés qui doivent exécuter les ordres. Comment ont-ils pu accepter que vous ne soyez pas injecté alors qu'eux sont obligés ou à peu près de le faire? Disons que moi, j'avais déjà vécu une expérience. Je travaillais dans un centre hospitalier, je ne le nommerai pas, dans le temps de la H1N1. J'avais été harcelée beaucoup pour l'injection de la H1N1. Et j'ai également tenu tête après 9 appels de mon employeur, comme de fois qu'il voulait que je me fasse injecter. Alors, je savais qu'on pouvait aussi garder nos convictions, parce qu'encore là, dans le temps de la H1N1, c'est pareil, je voyais des collègues
très malade après l'injection, tout ça. Donc, quand il est arrivé l'histoire du vaccin, puis c'était expérimental, ben moi, j'avais déjà vécu une expérience, j'avais résisté. J'ai pas pogné la H1N1, puis je travaillais sur le département où il y avait des gens qui l'ont eu, la H1N1. D'accord. Mais j'ai toujours refusé les injections, moi, peu importe, dans le milieu médical. Puis, ce que tu disais tantôt, Richard, moi, je pense qu'on m'a plutôt respecté dans mon choix. D'accord. Parce qu'au début, oui, il y avait un ton là, de Menaçant? sévère, puis c'est nous qui avons. Menaçant, Pardon? oui. C'était menaçant? Ben, au début, oui. Même moi, j'avais fait part à mon syndicat, tout ça. Puis même mon syndicat voulait même pas me défendre, tu sais, si je refusais l'injection. Parce qu'autour de moi, les autres familles d'accueil, la plupart avaient tout mis le protocole, les injections. Puis écoute, ça se faisait injecter à tour de bras. Puis moi, j'étais comme une des seules qui se faisait bâcher là, dans le syndicat là, parce que j'acceptais pas l'injection. Et mes résidentes non plus n'acceptaient pas l'injection. Donc, j'ai tenu tête. Puis aujourd'hui, on est les 5, on l'a eu, puis regarde, on n'est pas plus, même s'il y a ils ont approuvé le Medicago, là, qui disent que ça, c'est pour les gens qui avaient peur des injections ARN, ben on n'est pas plus, on courra pas plus après cette injection-là. Là. Excellent. Ben, je pense que la guerre vous a sauvé. C'est bête à dire, mais vous allez avoir la paix pour les prochaines semaines, probablement. Mais écoutez, Denise, merci beaucoup de votre témoignage. C'est très apprécié d'avoir... Merci, Denise. C'est ce qu'on veut entendre, en fait. Hein? Souvent, les gens, c'est temporaire. Il y en a qui disent « ça a été difficile pendant une semaine ou deux. » Oui, mais vous n'avez pas idée à long terme de ce que ça peut créer. Et si vous avez une réaction à court terme, c'est certain que ça peut dégénérer aussi par la suite. Il faut être très prudent par rapport à ça. Mais ceux qui ont eu vraiment des problématiques, comme Denise en témoignait, de certaines autres personnes qu'elle connaît, ben, ces gens-là devraient être avec nous au sens où devraient se battre, être en la résistance et dire ça n'a pas de sens qu'on nous ait fait ça. Tu sais, en même temps, je crois qu'il y a, il y a des gens dans leur vie, ils vivent des difficultés déjà. Ils ont la pression financière. Disons que c'est pas jojo autour de eux. Puis quand tu as un employeur, parce que comme Denise, qui était une résidence pour les personnes qui souffrent intellectuellement, là, tu sais, qui ont... fait que quand tu es déjà plus vulnérable de par peut-être des situations que tu vis dans ta vie, puis en plus, tu as ton employeur puis le gouvernement qui met un stress supplémentaire, il y en a beaucoup qui ont flanché par rapport à ça, puis qui avaient moins la posture de dire non, je vais me tenir debout pour mes convictions jusqu'au bout. Tu sais, il y en a qui ont un seuil de tolérance un peu moindre, puis il y a un paquet de facteurs qui fait en sorte qu'il y en a qui ont flanché versus d'autres qui ont resté debout aussi. Tu sais. Mais je dois dire que les patients dont elle a la responsabilité, elle et son mari, je crois, sont bénis d'être avec elle parce qu'elle s'est battue pour eux. Absolument. Et on verra la suite des choses, mais je dois saluer un peu le courage de ces gens-là. Tout à fait. Et les gens devraient en prendre ça comme témoignage, justement, pour dire, ben écoutez, moi, dans le fond, je ne suis pas si pire. Hein? On m'a demandé de faire telle chose, mais dans le fond, je devrais être un petit peu plus agressif par rapport à l'atteinte à nos droits parce qu'elle nous démontre qu'avec du courage, on obtient gain de cause. Et bravo, félicitations. C'est vrai. Fait que si tu veux répéter le numéro de téléphone pour les gens qui nous... Oui, en fait, c'est 1-866-THEOVOX, 1-866-843-6869. Puis on va prendre un prochain appel lors du prochain segment. Au retour. Alors, on est de retour et merci d'être avec nous. C'est une émission qui est en train de se faire les dents. On veut que ce soit beaucoup plus près des gens. On veut que vous soyez interpellés par ce qu'on vous amène. Parce que souvent, les émissions nous amènent des expertises. On entend un peu des témoignages de gens qui viennent nous donner de l'information et c'est tant mieux. Puis THEOVOX Actualité, le jeudi soir à 19h30, je vous invite à l'écouter parce que c'est vraiment dans l'optique de cette émission-là. Ce qui nous lie chez THEOVOX, c'est la vérité qui est au fondement de nos propos. Alors, on veut être certain qu'on puisse faire valoir cet aspect-là, cette dimension-là.
Et lorsqu'on n'a pas l'information comme telle, bien, on vous invite à échanger avec nous, nous montrer aussi quels sont vos besoins, quelles sont vos inquiétudes, vos angoisses. Oui. Souvent, les gens vont dire, est-ce que je devrais sortir mon argent de la banque? Est-ce que je devrais voter pour A ou pour B? Il ne faut pas que les questions soient, dites-nous quoi faire. Il faut que ce soit plutôt, aidez-nous à devenir plus autonomes par rapport à la réalité dramatique qu'on nous a imposée. Et c'est ça qu'il faut reconnaître, qu'il faut comprendre, en fait, là. Alors, au niveau des témoignages, je pense qu'il n'y a pas d'autres appels à ce niveau-là. Ce que j'aimerais qu'on parle, toi et moi, Jean-François, c'est de ce deuxième anniversaire-là. Moi, je suis sidéré. Écoute, je m'attendais au pire, là, mais de dire qu'on va célébrer 2 ans de régime totalitaire. C'est fou, hein? Au Canada, tu sais, quand on regarde le Canada dans la dimension qu'on était il y a 10, 15, 20 ans au niveau mondial versus aujourd'hui, où on est un des pires pays totalitaires. Ouais. Et même les États-Unis, si tu as suivi un peu l'actualité, et je sais que tu l'as fait, c'est qu'il y a des gouverneurs, il y a des élus américains qui se sont mis à dire un instant, là, il est peut-être temps qu'on intervienne au Canada pour défendre la liberté de religion, notamment, parce qu'ils voient bien que les pasteurs se font enfermer. On a vu à Ottawa, on a dépassé les bornes avec saisir les comptes de banque, les mettre les gens en prison sans aucune capacité de se défendre, sont traités comme des pires ennemis, alors que c'est des citoyens honnêtes. Il y a 2 ans, on disait que c'était des modèles de citoyens, et aujourd'hui, on dit que c'est des criminels. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 ans-là? Moi, j'aimerais ça qu'on discute de ce qui s'est passé, en fait, dans les 2 ans, puis vers où on s'en va pour les prochaines années. Tu sais, ça semblait tellement irréel puis inaccessible dans le sens que quand ça a éclaté en Chine, je pense que je ne suis pas le seul, là, mais jamais j'aurais pensé que ça arriverait au Canada. Je voyais ça arriver en Chine, puis je me disais, c'est loin. Tu parles du crédit social ou du virus? Je parle du virus. Ouais. Ben là, vraisemblablement, le crédit social, ça s'en vient. On est déjà dedans, là. Mais on regardera ça. Je pense que tu avais ça dans un de tes points aussi qu'on pourra élaborer. Mais je me souviens, quand ça a éclaté en Chine, j'étais comme... Pour moi, c'était la Chine. Ça se passe en Chine, puis... C'est loin, hein? C'est loin, la Chine. Mais quand ça a commencé à frapper ici, puis de voir les gens qui se sont affolés à acheter des rouleaux de papier de toilette, puis tout ce qui prenait place, écoute, ça l'a frappé, puis ça a changé vraiment nos habitudes, hein, aussi. Bien, l'objectif, c'est la nouvelle normalité. Quand on regarde le plan depuis 10, 15, 20 ans, c'est on va créer une nouvelle normalité. Ça nous a été vendu, ça, par le père Bush, ancien directeur de la CIA, qui devient président des États-Unis, qui est derrière des guerres, lui et son fils. Quand on sait qu'ils sont dans les Skulls and Bones, qui sont des francs-maçons notoires aux États-Unis, quand on se met à fouiller tout ça, et d'ailleurs, j'espère que beaucoup l'ont fait depuis 2 ans, moi, je disais le millième de ce que je dis aujourd'hui avant 2019, et j'étais traité de théoriste du complot. Aujourd'hui, on dit 100 fois plus et on atteint des gens, et tant mieux, mais il y en a d'autres qui disent « c'est impossible ce que tu me dis ». Hein, on dit que la neige est froide et blanche, et puis il dit « non, c'est impossible. Il fait soleil, ça doit être chaud ». Il y a quelque chose qui ne colle pas à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'avec les événements à venir, ils vont être touchés d'une façon ou de l'autre. Ne serait-ce que la guerre. La guerre va changer beaucoup de choses. Et ce qu'on oublie dans le plan des mondialistes, c'est une diminution drastique de la population mondiale. Quelqu'un me disait hier, écoute, tu sais, d'avoir des bornes électriques pour tout le monde, puis là, le pétrole, il trouvait que c'était impossible à se faire à très court terme. Juste l'installation de bornes, puis des véhicules électriques, puis tout ça. J'ai dit, oui, mais tu oublies qu'il y a une dépopulation dans leur plan. Donc, pour eux, c'est comme, pour les milliardaires, c'est comme l'élite, là, en fait, l'autoproclamée élite. C'est comme si la Terre est un jardin et qu'ils ont besoin de jardiniers. Et pour le reste, bien, vous dérangez pas mal notre stabilité. Donc, on nous impose des surtaxations. D'ailleurs, tu peux imaginer qu'avec le litre d'essence qui est passé de 1 $ il n'y a pas très longtemps à 2 $, ben, tu as 40 de taxes là-dessus. Là. Pour ceux qui vont enlever la double taxation sur l'essence pour aider... pourquoi ils l'enlèveraient? C'est le Klondike pour eux autres au gouvernement. Là. Ouais. Notre ami Girard aux finances, lui, il voit ça rentrer tous les jours, puis il dit, bon, ben, je vais balancer mon budget. Ça va faire plus d'argent à donner à mes amis entrepreneurs qui ne veulent pas prendre de risques. Là. Alors, c'est certain que tout ce qu'on vit à ce niveau-là, ça touche énormément notre quotidien, mais jamais assez pour qu'on ne soit pas en train de tomber
dans une nouvelle normalité. Alors, ceux qui sont en furie de porter le masque au travail, mais qui le font quand même, bien, on comprend que c'est en train de devenir normal. D'ailleurs, là-dessus, lundi, c'était la fin du port du masque à l'école. Oui. Et j'ai vu des témoignages d'un parent qui dit « Écoute, mon fils était le seul ce matin, lundi, dans toute la classe, sur 30 enfants. L'après-midi, il était rendu 4. Et mercredi, aujourd'hui, il est rendu à 6 sur 30 qui ne portent pas le masque, alors que le masque a été enlevé lundi. » Fait que les gens sont déjà, surtout les jeunes, sont déjà dans cet aspect-là. Et on va aller avec un autre appel, mais si votre témoignage est à ce niveau-là, qu'est-ce que vos enfants vivent à l'école depuis lundi? Ça nous intéresse. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Madame Aline. Oui, bonjour, Madame Aline. Oui, bonjour. Oui, allô? Est-ce qu'on a, on a perdu Mme Aline? Je pense qu'on a perdu Mme Aline. mais moi, ce que tu viens de dire, Richard, ça vient de vraiment me perturber parce que moi, si je suis un parent, puis qu'on enlève l'obligation du port du masque à l'école, c'est la première chose que je veux faire à mon enfant. Là. Je veux le libérer, je veux y enlever le masque. Mais toi, tu es conscient, hein, tu es déjà dans la résistance, donc ton enfant, naturellement, a vécu ça pendant 2 ans. Il n'est pas arrivé en disant « voici la nouvelle normalité, puis on va de l'avant ». Il était un peu conscient de ce qu'il en est. Tu sais, moi, ma fille va me dire des choses, je vais comprendre qu'elle est plus consciente que la moyenne de ses amis parce qu'elle trempe dedans, là, veut pas. Alors, c'est sûr que cet enfant-là était conscient, mais pas les autres. Est-ce que tu penses qu'on est en train de vivre l'effet contraire? Autant que ça a été long avant que les gens embarquent avec le port du masque obligatoire, autant que ça va être long à les déprogrammer, à l'enlever? C'est que c'est pas juste le masque. Le masque, c'est le visible de ce qu'on a fait à nos enfants. Il y a des suicides, il y a des dépressions, hein? Tout le côté, les effets secondaires. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, on nous a donné des restrictions COVID. Hein? On a créé la crise pour 2 semaines. Ça dure 2 ans et les dommages vont être sur 2 générations. Et je trouvais intéressant cette phrase-là parce que c'est vraiment ça qu'on vient de créer. Les jeunes, en fait, et souviens-toi, l'adolescence, c'est pas facile pour personne. Hein, on est pris avec des changements hormonaux, le physique se développe. Il y a un paquet de facteurs. Il y a beaucoup les enfants, les jeunes ne sont pas très tendres vis-à-vis des autres. Hein, il y a beaucoup on se coltaille beaucoup, etc. Donc, tu peux imaginer que pour un jeune qui est un peu renfermé ou qui a des problèmes psychiques ou qui a honte d'être anti-masque et tout le reste, le fait de porter un masque, c'est un peu se cacher quelque part. Alors moi, j'ai vu tellement d'adolescents marcher à l'extérieur avec leur masque depuis 2 ans que je me disais, quand on va les enlever, ils vont les conserver. Et c'est ce qu'on est en train de voir. En tout cas, si vous avez d'autres expériences, faites-le nous savoir parce qu'on veut vous entendre sur des cas concrets qui, souvent, viennent alimenter notre discours qui est un peu plus théorique. Et quand on parle de rebâtir la civilisation, quand je parle du mouvement unionconservatrice.ca, qui est de prévoir l'après et d'être déjà en mouvement par rapport à ça et non pas être en partisanerie actuelle qui ne donnera pas grand-chose à court terme, bien, ça vient aussi répondre à des besoins physiques concrets. Là. Ouais. On indique encore que Mme Aline serait là. Peut-être qu'on peut essayer de... Bonjour, madame. Oui, allô? Ah, ben, je pense qu'il y a un petit problème. Peut-être que la voix est sur mute à l'autre bout, quelque chose. On ne l'a pas. Désolé. Ben, réessayez encore. On est patient. On va vous attendre sans problème. On aime bien que les gens nous appellent. Je ne sais pas sur le chat si tu as vu des choses particulières. Non, à part d'une madame qui racontait un petit peu la même chose que l'histoire que tu racontais, Richard, que son enfant était allé à l'école puis c'était probablement le seul qui avait le masque également puis qu'elle n'en revenait pas. Mais ça, c'est cette réalité-là, tu sais, qui prend place puis on a comme tout déprogrammé une génération complète. Puis il y a des gens qui me rapportaient des reprogrammer. Oui. C'est une reprogrammation. Puis il y a des gens qui me disaient que chez les jeunes, là, maternelle, première, deuxième, qui ont le masque, puis que eux, c'est beaucoup l'apprentissage de la bouche, de verbaliser, de la communication. Ça a créé des dommages extrêmement dommageables chez ces enfants-là. Là. Il y en a qui vont être obligés de se faire suivre par des experts pour pouvoir justement ramener un vocabulaire qui est compréhensible. C'est fou, là. Ben, justement, tu peux peut-être parler de l'application pour les autobus scolaires qui date de quand même 4 ans.
mais que là, il est en train de devenir un outil important. Donc, ça rentre dans cette matrice-là. Là. Absolument, tu sais, il y a tout, puis ça l'a sorti. Écoute, ce programme-là a été mis en branle en 2018, Richard. C'est quand même, ça fait quand même un petit bout de temps que ça a été mis en branle, puis effectivement, c'est un programme de traçabilité. Tu as un code QR, le kid, il y a un code QR, puis tu es capable de suivre ton kid dans l'autobus, ou il est-tu à l'école, puis évidemment, on met toujours ça de façon positive. Sécurité. Le parent, c'est sécurité, le parent peut voir où est son enfant, mais là, c'est ressorti parce que là, il y a une commission scolaire dans la région de Québec qui c'est avec M Transport. Il y a tout un site Internet. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment fascinant de voir comment. Puis là, il y a des étapes. Tu vois, le petit garçon, il rentre dans l'autobus. Il fait scanner son code QR dans son téléphone. Puis ça donne. En corrélation avec l'information que le parent va donner, l'information va être juste. Puis là, le parent peut voir qu'il est dans l'autobus scolaire. OK, là, il est à l'école. Okay. Le parent peut le voir, oui. Mais l'État va avoir ses fichiers centraux. C'est clair. Et là, tu vas savoir, depuis que tu es né presque, là, tout le traçage de ce que tu as fait. C'est bien beau que le parent veut la sécurité, oui, mais vous avez une possibilité avec votre téléphone de suivre votre enfant. Là. On a des applications là-dessus depuis longtemps. Donc, il faut faire attention entre la technologie qui peut être utile. C'est un peu comme l'électricité qu'on se sert pour chauffer, mais on peut s'électrocuter aussi. Alors, il faut comprendre que tout ce qu'on met dans une matrice mondiale, parce que ce que vous allez donner au gouvernement du Québec, ça va être mondial. Là. On voit que les données, à un moment donné, disparaissent, comme à Desjardins, et on ne sait pas trop où c'est allé. Bien, je vous annonce qu'il y a des marchés parallèles d'informations, mais tout ça va toujours se surcentraliser. Et on l'a vécu avec Facebook il n'y a pas très longtemps, où on voyait que les gens, avec du recoupage d'informations, ils peuvent finir par savoir si vous êtes en train de rénover votre salle de bain et vous recevez un paquet de publicité pour ce genre de besoins-là. Bien, imaginez quand on connaît votre système de santé, on sait à quelle école vous allez, à quel moment vous êtes dans l'autobus scolaire et tout le reste. C'est une matrice qui est en train de se compléter. Absolument. Est-ce qu'on a rejoint Aline? Madame Ali, ou c'est peut-être encore Aline qui est en ligne présentement, Richard. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, êtes-vous Madame Aline ou Madame Ali? Parce que là, on ne sait plus. Je suis Ali. Bon, Ali. Bonjour Ali. OK, j'ai essayé de baisser le son là, sur l'Internet. Moi, je voudrais vous faire part un peu de mon témoignage de vie. Je suis née avec un handicap dû à une médication que ma mère a pris quand elle était enceinte de moi. Alors, j'ai les 4 membres handicapés, les 4 membres, le dos et tout. Et depuis la H1N1, je souffre de fibromyalgie. Et maintenant, avec le COVID, j'ai des spécialistes qui me disent non, vous touchez pas à ça parce que ça serait vraiment néfaste pour ma santé physique et tout. Là. Ça pourrait empirer. Et bon. Et la santé publique, mes spécialistes se battent avec la santé publique pour que j'aie l'exemption. Et là, ils me disent d'aller voir un autre de mes spécialistes. C'est 2 spécialistes là qui débattent ma cause. Et c'est ça, je me bats avec ça. Fait est-ce que, moi, ma question aujourd'hui un peu, est-ce que j'arrête tout ou je continue à me battre? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez rencontré des problématiques, par exemple, pour des endroits publics, pour vous déplacer en disant on ne reconnaît pas votre exemption? Parce que ça a été le cas de plusieurs là, qui ont eu des exemptions pour X raisons. Les gens disaient non, ici, c'est ça ou rien. Là. Est-ce que vous avez vécu ça de votre côté? Ben, c'est sûr que les spécialistes reconnaissent l'exemption. Ils me voient, puis ils ont mon dossier, puis c'est vraiment contre-indiqué pour moi. Mais c'est au niveau de la santé publique, c'est comme je rentre pas dans leurs critères à eux. Là. D'accord. C'est quelque chose. Et quand vous dites est-ce que je dois continuer à me battre, est-ce que vous êtes en train de baisser les bras en vous disant je suis tanné de me battre contre ça? C'est ça votre point de vue? Mais je suis pas une personne à baisser les bras. Ouais. Je veux savoir où est-ce que j'en suis vraiment. Je dois avoir un autre de mes spécialistes le mois prochain. D'accord. Et quand vous dites que vous avez été affecté par la H1N1... Ben, c'est sûr que je suis tannée de me battre parce que toute ma vie, je dois me battre. Toute ma vie. Mais là, j'ai un épuisement, je veux pas, mais je ne sais pas où que j'en suis.
Mais H1N1, est-ce que ça vous a affecté en termes de Pardon? virus? Est-ce que vous m'entendez? Oui, juste un instant, je vais couper le... Si vous entendez le... Ça m'a affecté dans mon système, Ah oui? dans mon système nerveux. D'accord. Donc, vous avez été victime du virus H1N1, c'est ça que je comprends. Et là, ce que vos spécialistes disent, c'est que si vous prenez les injections, vous risquez d'empirer votre cas. Oui, allô? La communication vient de c'est coupé, s'effacer, c'est ça. effectivement. Il y avait un petit problème. Mais écoute, on a compris l'ensemble, je pense. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. Mais, écoute, moi, je pense que se battre, respirer, c'est un combat. Ouais. Aujourd'hui. Puis je pense que c'est important de vivre selon nos convictions. Si Ali pense que pour elle, c'est néfaste, mais je pense qu'elle doit aller jusqu'au bout de son combat puis dire je la prends pas, l'injection, peu importe peu importe ce que vous en pensez, peu importe c'est quoi les conséquences. Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'avais une discussion hier avec des gens qui m'ont téléphoné et qui me disaient Théo Vogt, vous êtes vraiment tranchant. Mais j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, je pense que les gens cherchent des hommes puis des femmes qui vont devenir des modèles puis qui vont être capables de vivre avec leurs convictions, même si c'est des fois, ces convictions-là, c'est peut-être pas la popularité ou la masse qui l'aurait épousé. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui, puis la société, elle a gravement besoin de gens qui vont être capables de vivre avec leurs convictions. Puis je pense que c'est important d'aller jusqu'au bout de nos convictions. J'entendais Alexandra Henrion-Caude, Oui. qui est une grande spécialiste des virus française, qui s'est démarquée depuis la crise, justement. Oui. Et dans le cadre d'une de ses présentations, donc c'est une croyante chrétienne qui est très engagée au sens où elle a pas nié sa foi dès le départ. Et elle expliquait un peu comment elle a été mise au banc des accusés depuis le début de cette crise-là. Tellement. Et quand on prend des spécialistes comme ça, ben c'est un peu ce que Ali réfère, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des spécialistes qui viennent prendre notre défense qu'on va être capable de poursuivre un peu notre vie normalement, parce qu'on a dénigré les spécialistes qui étaient à l'encontre du narratif qu'on connaît. Et elle a terminé avec une phrase, des mots suivants qui m'ont marqué. Elle a dit, écoutez, l'époque actuelle, on résumer ça en 3 mots: malheur, gratitude et espérance. Et je trouve ça intéressant parce que malheur, oui, tous les gens qui vivent les contraintes qu'on vit, et on n'a pas fini de le vivre, et il y en a qui vont jusqu'à perdre leur santé. Il y en a qui sont décédés aussi, suite aux injections, on ne le dit pas, là, mais quand quelqu'un meurt et qu'on ne dit pas de quoi il est mort, là, alors qu'avant, on sautait là-dessus pour nous l'expliquer, on comprend que ça vient des injections. Donc, malheur, on est là-dedans. Mais après, il faut avoir la capacité de dire qu'on a la gratitude d'avoir les yeux ouverts suffisamment pour ne pas avoir pris les injections pour ceux qui l'ont fait, ceux qui vont manifester, ceux qui étaient avec les camionneurs et tout le reste, ceux qui font des émissions comme nous. Ben, il faut avoir la gratitude d'être dans cette condition-là pour être capable de le faire. Et on le fait pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire parce qu'on vit dans l'espérance. Et ça vient un peu répondre aux questions de désespoir et dire est-ce que je baisse les bras et tout le reste. La réponse, c'est non. C'est ça. Mais si on n'est pas prudent, moi, écoutez, j'ai une anecdote encore. Dans l'immeuble où je suis, il y a eu un problème électrique et l'alarme d'incendie a été déclenchée. Et ma fille me dit les pompiers ont frappé à la porte, il faut s'en aller, il faut sortir. Moi, j'ai compris que on va faire le tour de l'immeuble, là, puis s'il n'y a pas de fumée, puis il n'y a rien, ben moi, je vais rester à la maison. Et elle est revenue, puis elle a dit non, il n'y a rien, mais les pompiers demandent qu'on sorte. Ben, je dis, moi, je n'écoute plus l'autorité. C'est terminé depuis 2 ans. Je suis très conscient que l'autorité vient de Dieu, mais depuis 2 ans, l'autorité a été tellement usurpée par nos gouvernants que mon premier réflexe maintenant, c'est de dire non. C'est banal comme histoire, et en fait, j'ai eu raison, parce qu'en bout de ligne, tout le monde est revenu. Ouais. Mais, je vais dire, au pire, je sauterai en bas par la porte patio si jamais j'ai un problème. Mais c'est pour dire que le message que j'envoyais chez moi, c'était « J'écoute pas l'autorité. Dites-moi pas que c'est l'autorité qui nous demande quelque chose. C'est non, la réponse. Et pourquoi? Parce qu'on est en mode résistance, on est en mode hyper prudence, et que ceux qui nous disent quoi faire, je me méfie, en fait. On a Jean-Marc qui est au téléphone. Bonjour, Jean-Marc. On va terminer avec Jean-Marc parce que l'émission tire à sa fin, mais on va prendre quand même le soin de répondre à Jean-Marc. Rapidement, Jean-Marc, merci. Oui. Faut-tu attendre ou pas? Non, allez-y. On peut parler tout de suite? On vous écoute. On est en ligne? Ben oui.
OK. Moi, c'est juste pour donner un témoignage. Comme Oui. justement, j'étais en train d'écouter puis dire que le système à cette heure, c'est le gouvernement qui mène, c'est plus. Moi, j'avais un rendez-vous chez mon cardiologue. À cette heure, ça se fait en ligne. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Ça fait là, quand que je l'ai rencontré en ligne, là, il m'a dit que tout était correct, la dernière inspection, puis tout ça, puis chose. Puis, il dit, tapis roulant, tout était beau, puis j'ai 71 ans. Ça fait là, j'ai dit, pendant que je vous ai, j'ai dit, j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai dit, moi, j'ai fait 2 péricardites. J'ai dit, la première, j'ai dit que j'ai faite. Et puis la deuxième, je me suis remonté à Québec, puis là, ils ont dit, ça fait 2 de suite que tu fais. Ils disent, si t'en fais une troisième, on va pouvoir, faut là t'enlever la toile du cœur, le carte. Il dit, il faut plus que t'en fasses tout ça. Fait là, je demande à mon cardiologue, j'ai dit, là, j'ai une question que je voudrais avoir votre chose. J'ai dit, moi, l'injection, on sait que ça fait des myocardes, des péricardites, Voilà. le sang coagule, tout ça. J'ai dit, moi, j'aimerais ça que vous me donniez une exemption parce que je veux pas avoir le chose à cause de ça. Ouais. Ah, ben, il dit ça, il y en a gros qui nous le demande, mais il dit, on peut pas, il dit, à cause de la loi du gouvernement. Il dit, en fait, que tu pourrais faire, tu te fais donner ta piqûre, puis il dit, si tu as des problèmes, là, je vais te signer un papier comme de quoi. Ben, il dit, vous allez vous asseoir dessus, là. Oh, Il dit, vous allez vous asseoir dessus. Il dit, moi, là, que je suis en forme, je fais du tapis roulant, il dit, je suis en très bonne santé. Là, tu es en train de dire, prends le risque, puis après ça, ben, il dit, non, oublie ça. Il dit, on va continuer qu'on est là. Mais Ben, bravo. j'ai 71 ans, je suis en très bonne santé, puis il dit, moi, t'en restes de même. 71 ans, c'est le nouveau 50 ans. Là, fait que faites-vous-en pas. Là. JF, il dit que j'ai 71 ans, là, fait que c'est correct. On est en pleine forme. Ben, écoutez, merci de votre témoignage, Jean-Marc. C'est très apprécié. Ça nous permet de conclure l'émission, justement, sur une bonne note, parce qu'on aime votre conviction, dynamisme, le fait que vous avez refusé à votre expert. Ce que ça me fait penser, par exemple, c'est drôlement inquiétant avec ce que je viens de dire par rapport à l'autorité. Un cardiologue, là, c'est pas un petit médecin de base, là, il est vraiment hyper spécialiste. Et la réponse qu'il a donnée à Jean-Marc, c'est pas « voici ce que je peux faire, pas faire au point de vue scientifique », c'est « j'ai pas le droit par rapport au gouvernement ». Donc, son cardiologue, qui devrait être une sommité en termes d'autorité scientifique, c'est un vendu. Ben, il est carrément devenu un employé fonctionnaire de l'État. Et l'État lui demande de marcher ses mains, puis il dit, ben oui, c'est ça ma job. Complètement. Lui, il est conditionné pas à peu près, là, parce qu'il veut protéger je sais pas quoi. Là. Et il sait que s'il se lève debout dans son hôpital, il va avoir tout l'hôpital contre lui. C'est ça le lot de ce qu'on vit actuellement. Si on se tient debout, ben, il y a des chances que tout le monde qui est assis soit plus bas que nous autres. Et si vous pensez qu'ils vont vous laisser faire passivement, ben, vous vous trompez. Il va falloir que vous vous battiez. Mais ce que vous allez faire en restant debout, c'est montrer à 2-3 personnes que ça se fait. Et quand ils vont commencer à se lever, un peu comme le jeune homme qui était seul à l'école, pas de masque le matin, ben, l'après-midi, il y en a 3-4 qui ont dû dire au midi « Comment tu fais? Moi, j'ai peur. » Puis là, il les a encouragés, puis là, ils l'ont fait. Ben, à 4, ça commençait à être un peu plus solide. Puis à 6, 2-3 jours après, on le sait que ça n'a pas de bon sens. Mais au moins, ce geste-là entraîne les autres. Et j'espère que le témoignage de Jean-Marc dans ce contexte-là va faire des petits dans le contexte de se tenir debout. Ça, c'est du leadership. Et voilà. On cherche des fois la signification de leadership. Là. Un leader, ça ne suit pas une masse. Exactement. Un leader, ça prend des positions. Ça se tient debout. On a besoin de ces gens-là. On a tous la capacité de le faire. Donc, je vous remercie d'avoir été présent encore à cette deuxième émission. On vous invite à revenir mercredi prochain. Je vous invite aussi à écouter Théovox Actualité demain, jeudi, à 19h30. Et je vous dis à la prochaine.